Bonjour à toutes et à tous, et me voilà parmi vous pour notre 12e cours de la série, de notre série que nous sommes en train de réaliser sur l'initiation au langage R et au logiciel RStudio. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer de faire quelques analyses statistiques simples. Encore une fois, il ne s'agit pas ici des cours de statistiques. Là, il s'agit simplement d'une initiation au langage R et au logiciel RStudio. Par contre, je vais quand même vous montrer un petit peu comment on peut utiliser le langage R pour faire quelques analyses statistiques basiques. Et donc, je vais répéter ce que je répète au début de chaque cours. Pour bien comprendre mes explications, il faut avoir suivi toute la série, qui est une série numérotée, c'est-à-dire initiation au langage R, le logiciel RStudio 1, 2, 3, etc., etc. Aujourd'hui, nous sommes à notre 12e cours. Donc, je vais partager mon écran pour commencer, aller sur RStudio et donc commencer. Nous voilà sur RStudio. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire des tableaux croisés, des corrélations et des régressions. Comme ça. Alors, pour faire un tableau croisé, on va utiliser je vais donc le package questionnaire ici, là. Donc, on va installer ce package. Si vous n'avez pas encore installé ce package. Ensuite, on va euh, charger ce package-là sur RStudio. Et on va utiliser une fonction de ce package, une fonction qui s'appelle data, parce que ce package-là vient avec un jeu de données. Qui est un jeu de données, c'est une enquête sur la vie des Français qui a été menée en 2003. Et donc, pour ouvrir ce jeu de données-là, on utilise la fonction data. Ouvre. Et ensuite, je vais stocker ce data frame, ce jeu de données en data frame, dans une variable que je vais appeler donc D1. Hein, je lance ça et ensuite je vais visualiser les données. Ça, ce jeu de données-là, on l'a vu les cours précédents. Donc, ce jeu de données comporte une première variable ID, c'est les individus ici. Ensuite, l'âge, le sexe, le niveau d'études, le poids, l'occupation, la qualification, le nombre de frères et de sœurs, etc., etc., etc. Donc, la religion, etc., etc. Donc, il y a une série de variables ici. On peut bouger comme ça pour voir juste le nombre d'heures que la personne regarde la télévision ici, si la personne pratique un sport, c'est combien de fois va s'il va au cinéma, la cuisine, etc. C'est une série d'informations sur la vie des Français en général. D'accord? Donc voilà, je reviens sur analyse, je reviens donc sur mon script. Alors, la première chose que je vais faire, si vous voulez, on peut faire voir quelle est la dimension. On avait fait ça dans les cours précédents, DIM, pour voir quelle est la dimension de ce data frame, ces jeux de données. Là, donc, ça nous donne, j'ai ici, donc, 2000 individus et 20 variables, c'est-à-dire 2000 lignes et 20 colonnes. OK? Et ensuite, je peux aussi utiliser la fonction structure, struct, pour voir quel est c'est le type de données. Si je lance ça, donc j'ai ici, donc la première variable, c'est une variable à nombre entier. Et la deuxième aussi, nombre entier. La troisième, c'est un facteur numérique, facteur, caractère, etc., etc. Donc ici, vous avez le type de variable, et le type de données qui correspond à chaque colonne ou à chaque variable. OK? Donc voilà. Et maintenant, on va utiliser, avant toute chose, un coup d'œil à la distribution des variables en faisant un triplat. Alors, pour faire un triplat, c'est-à-dire que pour faire simplement un tableau de fréquences, pour chaque variable, on peut faire ça, on utilise la fonction table. Ici, cette fonction-là, table, ici, là,
vous mettez donc la variable sur laquelle vous voulez avoir les fréquences. Alors, ça, c'est une forme d'indexation, encore une fois. Il y a le nom du data frame, le signe dollar, ensuite le nom de la colonne. C'est une indexation par nom. Hein? C'est une indexation, on indexe une colonne par nom. Si je lance ça, j'aurai sur cette variable sexe, vous voyez ici, donc j'ai le nombre de femmes, excuse-moi, le nombre d'hommes et le nombre de femmes ici. Donc j'ai un tableau de fréquence où j'ai, comme il s'agit d'une variable facteur, c'est-à-dire avec des modalités, ou une variable catégorielle comme on appelle en général, avec deux modalités homme-femme, donc j'ai le nombre d'hommes et le nombre de femmes ici. Okay? Alors pour cette variable-là, ici, là, c'est LCO, je ne sais pas ça, à quoi ça correspond. Je crois que c'est quelque chose avec le bricolage, qui a à voir avec le bricolage. Oui, non, je ne sais pas. Je pense que c'est à voir si la personne bricole ou pas. En tout cas, j'ai ici les modalités. Oui, non, ne sais pas. Donc, j'ai la modalité ici. Le oui, il y a 936 personnes. Le non, 1037. Et je ne sais pas, il y en a 27 qui ont répondu, je ne sais pas. Donc, voilà, ça, c'est l'occupation. On peut faire ça sur toutes les variables, si vous voulez, variable par variable, essayer de voir les fréquences. Ça, on appelle ça explorer les données. À peu près, c'est une phase où on explore les données pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans dans chaque variable, etc., etc. Okay? Par exemple, ici, occupation. Donc, on exerce une profession. Il y a le nombre de personnes qui exercent une profession, le nombre de personnes qui sont chômeurs, le nombre qui sont étudiantes ou élèves, le nombre qui sont retraités, le nombre de personnes retirées des affaires ou foyer, outre activité, etc., etc. Donc, voilà une variable facteur avec différentes modalités. On a la fréquence de chaque modalité. Voilà, ça, c'est, on utilise donc la fonction table pour voir les fréquences. Level, c'est pour les variables facteurs quand on a envie de voir quelles sont les modalités. Par exemple, ici, on utilise la fonction level. Ici, si je rends ça, si j'ai fait le run de ça, donc j'ai ici les différentes modalités de cette variable occupation, exerce une profession, chômeur, étudiant ou élève, retraité, retiré des affaires, au foyer, outre inactif. Voilà. Donc maintenant, ça, c'est un tri plat. Vous voyez, c'est un tri plat, c'est juste un tableau de fréquence pour certaines variables que j'ai fait. On peut, en revanche, essayer de faire ce qu'on appelle un tri croisé, c'est-à-dire que c'est deux variables, on prend deux variables, on essaye de faire un peu comme est-ce qu'ils sont distribuées ces deux variables, l'une par rapport à l'autre. Alors, pour faire ça, donc, recréer, donc, voir la modalité des variables et facteurs, comme par exemple, recréer des variables à partir de celles existantes. Par exemple, on pourrait recréer d'autres variables à partir des variables au couple en utilisant la fonction if-else du package deplir. D'abord, ici, là, donc cette fonction if-else de ce package-là, d'abord, on va charger. Donc, on va installer ce package-là, si vous n'avez pas encore installé. Moi, c'est déjà installé. Donc. Ensuite, je lance la librairie. Je charge la librairie. Alors, cette fonction, j'ai écrit ici en anglais parce que c'était, j'ai retiré ça je suis allé prendre ça qui vient avec la documentation de la fonction. Cette fonction itself returns a vector as element from X if the corresponding value of text expression is true or from I if the corresponding value of text expression is false. Bon, je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire ça. Ça veut dire simplement que, par exemple, ici, je vais créer une nouvelle variable. J'utilise cette fonction if-else et j'utilise donc cette variable-là. Il s'agit d'une indexation. En DI, c'est donc le nom du jeu des données, du data frame, le symbole dollar et le nom de la colonne, de la variable.
Ici, oh, CTRL V, voilà, le nom de la variable. Donc, et je suis en train de lui dire, dans cette variable-là, si les valeurs correspondent, si les valeurs, là, partout où les valeurs correspondent à la modalité exercer une profession, vous devrez remplacer ça par travail. Sinon, la personne ne travaille pas. Alors, pour bien expliquer ici, c'est qu'on a sur cette variable-là différentes modalités. La modalité, cette modalité-là exerce une profession, ça veut dire que la personne travaille. Et moi, je suis en train de dire que je vais remplacer toutes les autres modalités par une seule modalité, c'est-à-dire la personne ne travaille pas. Si la personne est chômeur, si est étudiant, si est retraité, si est retiré des affaires, la personne ne travaille pas. Donc, je suis en train de construire une nouvelle variable seulement avec deux modalités. À partir de cette variable-là, au couple, je suis en train de construire une nouvelle variable où j'aurai la personne travail si partout où ça correspond à la modalité exercer une profession, sinon remplace le reste pour ne travaille pas. C'est une façon de simplifier la variable en quelque sorte en la recodifiant, en la transformant. Là, il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit modalités. Et je veux qu'il y ait une nouvelle variable avec seulement deux modalités. La personne travaille ou la personne ne travaille pas. D'accord? Et je stocke le résultat de tout ça dans une nouvelle variable que j'ai appelée occupation catégorie. Ce qu'on va avoir, en fait, on va avoir sur ce tableau-là une nouvelle colonne. Comme vous voyez, si je lance ça, on va avoir une nouvelle colonne sur le tableau où on va avoir avec la nouvelle variable. Donc, si je viens là, par exemple, on va à la fin, on va avoir une nouvelle, voilà, c'est ça la nouvelle variable. Coupe catégorie. Travail, ne travaille pas, travail, ne travaille pas, travail, ne travaille pas. Donc, je vais transformer la variable ou coupe en une nouvelle variable et que cette variable-là, cette fois-ci, n'a pas huit modalités, mais deux modalités, c'est-à-dire la personne travaille ou ne travaille pas. Hein? Donc voilà un exemple de comment on peut transformer. Quand on fait des analyses, on est parfois obligé comme ça de transformer les variables. On les transformer de façon à ce qu'ils soient plus analysables, qu'il y a du sens pour nous en termes d'analyse, etc. Ou simplifier même certaines variables qui sont un peu plus complexes ou avec plusieurs modalités, les modalités où il y a plus de gens, etc. Donc voilà ce que nous avons fait. Donc, ça, cette fonction-là, elle se permet de faire ça. Si cette condition-là est respectée, c'est-à-dire partout où cette variable-là est égale à une fonction, remplacer ça par travail. Sinon, pour le reste, si cette condition-là n'est pas respectée, remplacer par ne travaille pas. C'est-à-dire, en d'autres termes, ici, là, on aura travail, et pour le reste, les autres modalités seront remplacées par ne travaille pas. Voilà ce que nous avons fait. Et maintenant, on peut faire notre tableau croisé, c'est-à-dire on veut voir par sexe combien de personnes travaillent, combien de personnes ne travaillent pas. Hein? On utilise donc la fonction table, on met la première variable, là, par sexe, ou à deux modalités, c'est une variable facteur à deux modalités homme-femme. Ensuite, on met notre deuxième variable, celle que nous venons de créer avec deux modalités aussi, travail ou ne travaille pas. Donc, on va voir par sexe combien de gens travaillent, combien de gens ne travaillent pas. Donc, on va lancer ce code-là et puis on peut prendre le tableau. Voilà, on a notre travail, on a notre tableau croisé ici, là, celui-là. Donc, ici, on a hommes, le nombre d'hommes qui ne travaillent pas, il y en a 379. Le nombre d'hommes qui travaillent, on a 520. Le nombre de femmes qui ne travaillent pas, on a 572 et on a 529 le nombre de femmes qui travaillent. Voilà notre tableau croisé. OK?
Après, on peut faire des tableaux croisés avec des pourcentages. Par exemple, on peut utiliser cette fonction-là, attribuer des marges pour faire un tableau un peu plus joli. Là, on a stocké ce tableau-là dans une variable qu'on appelle tableau. Après, on peut commencer à transformer cet objet-là qu'on appelait un tableau. Par exemple, là, on utilise cette fonction pour avoir. Maintenant, on a non seulement les fréquences, mais on a les sommes ici. Sur cette ligne-là, on a les sommes. Sur cette ligne-là, excuse-moi. Sur cette dernière colonne-là, on a les sommes aussi. Et puis, on peut, au lieu d'avoir les fréquences, le nombre d'individus, on peut avoir les pourcentages en utilisant la fonction prop.table. Hein, prop.table. Si on lance cette fonction-là, ça veut dire qu'au lieu d'avoir les fréquences en elles-mêmes, on a donc les pourcentages. Ainsi, 0,18, ça veut dire 18%. 0,28, ça veut dire 28%. Ici, 0,26, ça veut dire 26%. Ici aussi, 26%. OK? Ici, on peut aussi pourcentage en ligne. Pour calculer les pourcentages en ligne, on peut faire comme ça. Pour calculer les pourcentages en colonne, hein, tout ça, tout ça. Et pour faire des tableaux un peu avec les marges, avec les totaux, les sommes, etc., etc. Donc, tout est bien expliqué ici. Hein. J'ai bien expliqué ici dans les commentaires. Donc voilà, ça c'est le même tableau, mais on est en train de les transformer pour voir les effectifs, le total avec les noms. Par exemple, si on lance ce code-là, voilà, on a un tableau un peu avec le total, effectif, il ne travaille pas, travaille. Bon, ça c'est essayer de faire un tableau avec un peu plus complet, avec les sommes, les effectifs, le total, etc., etc. Hein. Voilà, donc ici aussi, donc il y a les explications. Voilà, voilà. Donc voilà pour un tableau croisé. Alors maintenant, on va passer calculer les moyennes en regroupant par les valeurs d'une variable. Alors, on va utiliser ici encore la fonction, le package. Ce package-là est très utilisé hein, dans le traitement des données pour transformer les données. C'est le package de référence, ça, de le package de référence. OK? Donc, on va utiliser aussi ce package-là. J'explique ici. Il y a certaines fonctions qui permettent de calculer les moyennes d'une série de variables. euh, et cette fonction-là, ce package-là a une fonction qui s'appelle across. Across et on va utiliser ces fonctions-là pour pouvoir calculer les moyennes. Alors, pour ça, pour faire ça, je vais aller, par contre, je vais utiliser un jeu de données, un data frame qui s'appelle Iris, qui vient avec le package Deplir. Ici, ma mémoire est bonne. Donc, je vais utiliser cette fonction as table, tuple. Je ne sais pas exactement comment prononcer assez bien ça en anglais. Hein, si c'est table ou table, je ne sais pas comment prononcer assez bien ça en anglais. Et le jeu de données en question s'appelle Iris. Donc, je suis en train donc de charger le jeu de données, ensuite de les stocker dans une variable que j'ai appelée df pour data frame. Je stocke ça. Je stocke ça. Cette fonction head, c'est pour avoir les premières lignes, les premières parties du tableau, quoi. Les premières lignes, ça me permet d'avoir ici les premières lignes. Donc ici, sur ce tableau, sur ce data frame-là, en fait, on a c'est des fleurs qui, on a les informations sur la longueur des pétales, des sépales, de la longueur. Bon, la meilleure façon de les visualiser, peut-être, c'est de faire utiliser la fonction vue ici, df. Ça nous permet de bien visualiser. Je lance ça. Maintenant, je vais peut-être zapper ça. Zapper ça aussi. Je lance ça à nouveau. Donc voilà. Voici notre data frame. Ça, c'est l'espèce des fleurs. C'est rose, etc., etc. Il y a il y a trois espèces. Ensuite, la longueur, sepal length, la longueur des pétales, des sépales, etc., etc.
La longueur, la largeur, ce sont des informations sur ça. Alors, pour savoir quelles sont les différentes modalités de cette variable-là, des espèces, les différentes espèces que nous avons ici, donc on va utiliser la fonction levels. Et ça s'appelle species. Je ne sais pas si c'est majuscule ou minuscule, je vais aller vérifier. C'est majuscule, donc je reviens en arrière. C'est majuscule. Est-ce qu'elle est sensible à la casse? Alors, pourquoi il est erreur, l'élève, objet espèce introuvable. Alors, est-ce que j'ai mal? Species. Donc, je pense savoir. Species. Ça se fait que. Ça se fait que c'est bien ça, species. Pourquoi il ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Bon, la meilleure façon de voir ça, c'est j'ai fait utiliser donc pour voir names, call names, comme ça j'aurai le nom des colonnes, call names, suite de F, là j'aurai vraiment le nom des colonnes. Voilà, j'ai le nom des colonnes. Et donc, je prends ça, copie ça, je mets ici. Je ne sais pas pourquoi. Ah, il n'y avait pas de S. Pourquoi ça ne marche pas? Alors ça, c'est drôle ça. Est-ce que c'est parce que c'est entre parenthèses? Ah, je vais essayer de mettre entre guillemets, parce que c'est bizarre. Normalement, ça devrait marcher. Ah, excuse-moi, c'est moi. Il faut d'abord mettre, j'ai oublié de mettre DF, le dollar. Voilà, c'est ça. J'ai oublié de faire l'indexation. C'est pour ça que ça ne marchait pas. Il faut faire l'indexation de F, dollar, il faut indexer à colonne. C'est pour ça que ça ne marchait pas. Maintenant, ça va marcher. Voilà, maintenant, ça marchait. Donc, voilà, nous avons la modalité de cette variable-là. On a donc cétose, une espèce qui s'appelle cétose, versicolore et virginica. Donc, voilà, on a trois espèces ici. Voilà. Donc, parfois contenait un petit peu d'extrait. J'avais mis ici le nom de la colonne sans faire l'indexation, hein. C'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. Comme quoi, il faut toujours faire attention. Donc voilà, d'ailleurs, c'est là, j'ai ici là, calculé la moyenne. D'abord, voir donc le niveau de cette variable-là, les différentes modalités qu'en anglais on appelle level. Et donc là, je vais calculer la moyenne. Et donc, j'utilise ici d'abord le nom du data frame. J'utilise un pipe. Un pipe, ça, il va falloir que vous ayez, euh, il va falloir que vous puissiez aller voir euh, des informations sur le pipe, mais le pipe permet ce symbole-là, pourcentage supérieur pourcentage, c'est un pipe. Ça permet d'enchaîner différentes opérations, hein. Il faut que vous ayez, dans le dernier cours, je vais vous montrer comment aller sur Internet chercher des informations. Donc, vous pouvez aller écrire pipe R, langage R pipe, sur un moteur de recherche, vous allez avoir des informations sur le pipe. Qu'est-ce que c'est que le pipe, comment l'utiliser, etc., etc. Mais le pipe permet d'enchaîner des opérations. Ici, donc, j'ai mis le nom du data frame, j'ai mis le pipe, j'ai dit group by, ça c'est quelque chose qui s'utilise. Je vais regrouper par cette variable-là, espèce. Ensuite, j'utilise à nouveau le pipe, j'enchaîne une nouvelle opération, je dis summarize, j'utilise ça.
Summarize, c'est pour pouvoir calculer, faire une opération sur un ensemble de variables. J'utilise la fonction across, c'est-à-dire que je veux que tu calcules la moyenne de tous les variables, de la variable qui va de la variable cPal-length à la variable pétale-length. Et le type de statistiques que j'ai vu, c'est la moyenne. Le NA.rm, ça veut dire que s'il y a des valeurs manquantes, je souhaite que tu calcules la moyenne quand même. Alors ça, tout ça, c'est des choses qui vont venir avec le temps en s'entraînant. Comme je vous ai dit, je vous ai d'abord, lors du cours dernier, laissé un script avec une série de codes qui vous montrent comment transformer les données et travailler les données. Et ensuite, je vais vous indiquer donc un livre où vous allez apprendre tout ce que c'est que le pipe, le groupe by, etc. Ça, il faut pratiquer, 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 pratiquer. N'est-ce pas? Donc, et tout ce, comment aller voir pour chaque fonction, et comment l'utiliser, etc., etc. À la fin, le dernier cours, ce sera pour vous montrer un peu comment naviguer, vous donner un peu quelques conseils, astuces pour aller dans les fonctions, les packages, voir les fonctions comme variables, les documentations, etc., etc. OK? Donc, ce code-là permet donc de calculer. Ça, c'est une indexation. Je vous ai dit les 2 points, par exemple, on a vu ça dans le cours précédent. Si on revient sur ce tableau-là, par exemple, ce tableau-là, on voit que ici, on commence par cette colonne-là, et ensuite, ça termine par cette colonne-là. En fait, ici, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que ici, je commence par la première variable de la première colonne, de la première variable à cette variable-là. Hein? Si on revient sur ce tableau-là, c'est-à-dire que c'est de cette variable-là à cette variable-là, celle incluse. Celle-là n'est pas incluse. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre, une autre façon de faire, c'est aussi de mettre les 3 variables. Hein. Je peux, ici, par exemple, ici, au lieu de faire les 2 points, mettre cPal-length et mettre la 3e variable, ensuite la 2e variable, ensuite la 3e variable, en séparant par des virgules. Mais une façon plus condensée de faire, c'est mettre les 2 points de la première variable à la 3e variable. C'est ça que je suis. Tout ça, on a vu lors d'indexation. Puis ici, je suis en train d'indexer par nom des variables, de la première variable à la 3e variable. Et je souhaite faire donc calculer la moyenne. Et je dis que s'il y a des valeurs manquantes, calcule la moyenne quand même. J'utilise cette fonction-là across pour dire que je veux que tu calcules la moyenne de toutes ces variables-là. Cette fonction across, c'est une fonction qui vient avec le package deplir, celui-là. De même que cette fonction-là, summarize, vient avec le package deplir. De même que cette fonction-là, group by. Alors, on va voir qu'est-ce que ça va donner si je lance ce code-là. En fait, je suis en train de dire, calcule-moi la moyenne à partir de cette variable-là spécifique, c'est-à-dire la moyenne par chaque modalité de cette variable-là. Donc ici, on a ce type de fleur-là, la cétose. Je veux que tu calcules quelle est la moyenne de la longueur des sépales, la moyenne de la largeur des sépales et de la longueur des pétales, etc., etc. Donc, toutes ces moyennes-là sont calculées pour chacune de ces modalités-là. C'est pour ça qu'on a fait le groupe by. On va regrouper par les modalités de cette variable-là. Et ensuite, on va calculer la moyenne en utilisant summarize, across. Hein, on enchaîne les différentes opérations ici en utilisant le pipe. Le pipe permet d'abord, on fait un regroupement. Ensuite, on fait le summarize, summarize de résumer l'information. Ensuite, on utilise la cross, etc., etc. D'accord? Ça paraît compliqué comme ça, mais avec la pratique, vous allez voir que c'est pas du tout compliqué. À partir du moment où vous allez commencer à maîtriser ces fonctions-là, groupe by, comment faire un groupe by. Et la seule façon de maîtriser ça, eh bien, c'est que quand vous pratiquez,
Et à chaque fois, vous allez chercher les documentations pour comprendre qu'est-ce qui fait exactement le groupe by. Et ça, je vais vous montrer lors du dernier cours comment aller chercher les informations d'une fonction ou d'un package. Et aussi le livre, encore une fois, que je vais vous recommander, ça va vous permettre de pratiquer et de comprendre, de faire des exercices, etc. Donc ici, là, je fais exactement la même chose. Je fais donc, là, c'est parce que j'ai stocké dans une variable. Ici, je stocke le résultat dans cette variable-là. Mais si je fais la même chose, je commence par le nom de data frame. J'utilise le pipe, je fais un groupe by. Je groupe à partir de cette variable-là, les modalités de cette variable-là, species. Ensuite, j'utilise à nouveau le pipe, j'ai fait summarize, je fais across, et je suis en train de dire si j'ai envie de calculer la moyenne de toutes les variables numériques, is numériques, toutes les variables qui sont numériques, toutes les colonnes. Ici, c'est toutes les colonnes. Cette fonction-là, c'est pour toutes les colonnes qui sont numériques. Et je vais calculer donc FNS, c'est pour dire, je mets une liste pour mettre ici, je vais calculer la moyenne et le standard deviation, c'est-à-dire c'est l'écart type. Donc, min, min égale à min, c'est-à-dire je vais donner un nom, je vais donner un nom moyenne à cette fonction-là pour qu'il calcule la moyenne. Je vais donner un nom standard deviation à cette fonction-là qui va devoir calculer, il va devoir calculer l'écart type. Ensuite, j'ai dit, s'il y a des valeurs manquantes, tu calcules la moyenne et l'écart type quand même. Ensuite, je vais avoir aussi le nom des colonnes. Le nom des colonnes, ici, c'est ce code-là, c'est pour dire les colonnes. Et je vais avoir le nom de colonne sera composé par le nom de colonne et la fonction, si c'est la moyenne ou si c'est l'écart type. Si je lance tout ça, ce code-là, donc voilà, j'ai un tableau ici où j'ai ici les modalités de cette variable-là où j'ai regroupé par, ensuite je calcule les moyennes. Ici, ici, là, j'ai le nom de la variable, ensuite moyenne, le nom de la variable, ensuite SD, c'est le résultat de ça, là. Vous voyez ici, le nom, point name, c'est le nom des variables. Ensuite, j'ouvre les guillemets, je mets ici entre ce symbole-là, colonne et underscore, et le nom de la fonction, c'est-à-dire la fonction, est-ce que c'est la moyenne ou est-ce que c'est l'écart type. Et donc, c'est ça qui, à la fin, ça résulte donc il est où le tableau? Il est là le tableau. Ça résulte un tableau comme ça, où donc j'ai les moyennes, effectivement, où je donne le nom de variable underscore la moyenne, le nom de la variable underscore SD, etc., etc., etc. Donc, j'ai les moyennes ici et les écarts types pour chacune de ces modalités-là. D'accord? Encore une fois, je vous l'accorde, si vous commencez, ça paraît quand même un code assez compliqué, mais malheureusement, c'est comme ça, va falloir, avec l'entraînement, ça va venir. Une fois que vous, c'est-à-dire que quand on commence à prendre le langage R ou à traiter les données avec R, les, les- les- on retient les fonctions, il faut retenir les fonctions. Cette fonction-là provient de ce package-là, il sert à faire ça. Cette fonction-là vient de tel package, il sert à faire ça. Petit à petit, vous allez commencer à retenir les fonctions. Le groupe by, par exemple, qui est une fonction, vous allez retenir petit à petit que cette fonction-là sert à regrouper par une modalité d'une variable. Le summarize, ça veut dire qu'on fait des sommaires. Les sommaires qui peuvent servir à calculer. Le sommaire en question, c'est des statistiques descriptives. Ça peut être la moyenne, l'écart type, le mode, etc., etc. Et le is numérique, ça veut dire que c'est une question, est-ce que cette variable est numérique pas? Si cette variable est numérique pas, etc., etc. Petit à petit, la fonction name, c'est toujours donne le nom de colonnes ou le nom de
des lignes, par exemple. Et petit à petit, vous allez retenir, par exemple, il faut retenir que NARM, ça veut dire s'il y a des valeurs manquantes, vous calculez quand même, vous faites l'opération, puis je vous dis de le faire quand même, etc., etc. Donc, ça va venir avec le temps, au fur et à mesure que vous pratiquez, et à partir du moment où vous allez télécharger encore une fois les scripts qui seront le lien pour télécharger ce script-là, ce code, vous allez le trouver dans le descriptif de la vidéo pour aller sur mon GitHub pour télécharger et refaire la même chose. Et s'il y a une fonction que vous ne comprenez pas, vous allez sur le moteur de recherche, vous tapez R en anglais, function et group by, et vous allez voir qu'il y a, vous allez, il y aura la documentation pour ensuite lire la documentation et comprendre qu'est-ce qui fait exactement la fonction en question. Au début, c'est fastidieux, je vous l'accorde, mais petit à petit, ça vient, vous allez retenir des choses et évoluer comme ça. Voilà pour calculer les moyennes d'une série de variables et constituer un tableau. Ça, c'est déjà un tableau avec des moyennes où vous pouvez, quand vous faites des publications, avoir votre tableau, l'enregistrer, l'exporter. On a vu lors du cours numéro 10, je crois, comment exporter un tableau. Vous pouvez exporter ce tableau-là, par exemple, où vous avez celui-là, là, où vous avez donc, les moyennes à part cette modalité, les modalités de cette variable-là, avec les écarts types, etc. Voilà, je reviens. Maintenant, les corrélations. Alors, pour les corrélations, je vais donc importer un fichier Excel qui est dans mon ordinateur. Ce fichier Excel-là, dans le descriptif de cette vidéo, il y a un lien. Je mettrai un lien où vous allez télécharger ce fichier Excel-là. Vous allez le télécharger, le mettre dans l'ordinateur, ensuite utiliser cette package-là pour pouvoir importer vers RStudio. D'accord? Comme je fais ici. Le fichier est sur mon ordinateur. J'ai utilisé la fonction encore une fois, on a vu ça plusieurs fois, dans le package readxl. Et donc, je lance ça. Voilà. Et ensuite, je charge la librairie. Et ensuite, maintenant, j'utilise la fonction read Excel. Je vais chercher le schéma, copier le schéma de ce fichier qui est sur mon ordinateur. Ça, je vous expliquer comment faire. J'ai mis ça lors du cours de précédent. Je vais entrer la feuille où se trouvent les données et le range, c'est-à-dire la première ligne et la première colonne, et la dernière ligne et la dernière colonne. Et donc, je stocke le tout dans une variable que j'ai appelée JVC1. Vous pourrez faire la même chose, sauf que pour télécharger le fichier en question, il va falloir aller dans le descriptif de cette vidéo-là. Il y a un lien pour aller télécharger le fichier, mettre sur votre ordinateur et ensuite l'importer vers RStudio. Donc voilà, je lance ça. Je fais une copie. J'ai fait une copie. Encore une fois, la dernière fois, je vous ai expliqué, il faut toujours faire des copies parce qu'on va faire des transformations. Et comment on va faire des transformations, ça permettra, si on a envie de revenir aux données originales, on vient aux données originales. Et je vous conseille même de les numéroter. C'est ça que je fais. Ce n'est pas obligatoire, mais moi, j'aime faire ça. Par exemple, je fais JVC1. Et ensuite, quand je fais une copie, je l'appelle JVC2. Je sais que l'original est le JVC1. Si j'ai envie de remonter jusqu'au original, je vais au JVC1. Je donne un nom, ensuite je mets 1 pour dire que ça, c'est l'original. OK? Le data frame de départ. Donc, j'ai fait une copie du data frame. Et puis maintenant, je peux les visualiser. Donc, le data frame ici, j'ai une identité et puis ça, c'est des traits de personnalité. Extraverse selon le Big Five, ce qu'on appelle le Big Five. Extraversion, agréableness, conscientiousness, neuroticisme, openness. Et puis, ça, c'est les 5 facteurs qu'on appelle l'extraversion. C'est les 5 facteurs qu'on appelle le Big Five, les traits de personnalité. Ensuite, on a l'empathie cognitive, l'empathie affective, la désirabilité sociale, et les origines de l'individu, l'âge de l'individu,
le niveau social. Ensuite, ces deux variables-là sont des risques de récidive. Je ne vais pas dire, en fait, ce sont des individus qui ont été condamnés parce qu'ils ont commis un crime. Je ne vais pas dire quel crime, ni donner des informations sur les individus en question. Il s'agit de savoir, en fonction de ces variables-là, est-ce qu'il y a un risque que ces individus récidivent ou pas. OK? Peu importe, en fait, c'est juste un exemple que j'ai pris là d'une recherche que j'ai réalisée et qui, je ne vais pas dire davantage sur la recherche en question, mais c'est juste un exemple que je prends pour pouvoir faire des corrélations. Utiliser ce tableau-là dans le cadre d'une analyse des corrélations. OK? Donc voilà. Donc, si je vais voir la dimension là, il y a 128 individus, 14 variables. On commence toujours par le nombre de lignes, c'est-à-dire le nombre d'individus. Et le deuxième élément, c'est la structure pour voir si ce sont des variables numériques et facteurs. Donc ici, on a toutes les variables qui sont numériques. Voilà, ici. OK. Et on peut, si vous voulez, on peut même faire utiliser, faire calculer les moyennes, etc., etc. D'autres choses qu'on peut utiliser, d'autres fonctions qu'on peut utiliser, par exemple, pour avoir plus d'informations. Maintenant, je vais utiliser encore une fois la librairie, le package Deplir, ici, que je lance Deplir. Hein. Ici, je n'ai pas besoin de les télécharger à nouveau parce que Deplir, on a déjà téléchargé plus haut. Donc ici, je le charge ce package. Encore une fois, je vous ai dit que ce package-là est très utilisé dans le traitement des données. Et j'ai envie de remplacer les valeurs manquantes. Alors, dans le cours dernier, je vais vous montrer, j'ai une série de codes où comment déjà voir s'il y a des valeurs manquantes et ensuite remplacer les valeurs manquantes. Ici, j'utilise cette fonction-là. D'abord, j'utilise le pipe, le nom, ici, le nom du data frame, le pipe pour enchaîner les opérations. J'utilise la fonction mutate if, ça veut dire que si la variable est numérique, j'ai envie que tu remplaces les valeurs manquantes par la moyenne. C'est ça que je suis en train de dire ça. S'il y a des valeurs manquantes, calculer la moyenne quand même, j'enchaîne, je fais mutate. S'il s'agit d'une variable facteur, je veux que tu remplaces les valeurs manquantes par le mode. Voilà. Et donc, si je lance ce code-là, j'aurai remplacé toutes les variables qui sont numériques par le, par la moyenne et toutes les variables qui sont facteurs par le mode. Là, je lance ce code-là. Ensuite, je stocke dans une nouvelle variable. Voilà, je stocke dans une nouvelle variable. Parce que je n'ai pas envie d'écraser, effacer le JVC2. Donc, je stocke le résultat de ce que je fais, un nouveau data frame avec toutes les valeurs manquantes remplacées dans dans un nouveau data frame que j'ai créé ici. Et je peux les visualiser. Par exemple, là, je peux les visualiser. Ensuite, je peux encore checker pour voir s'il y a encore des valeurs manquantes ou pas. J'utilise any, is none, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des valeurs manquantes. Et entre parenthèses, la, la, je mets donc le nom du data frame. C'est-à-dire que cette fonction-là, any, est-ce qu'il y a des valeurs manquantes, is none, est-ce qu'il y a des valeurs manquantes ici? Et on va voir la réponse. Elle dit false, ça veut dire qu'il n'y a pas de valeurs manquantes. J'ai remplacé toutes les valeurs manquantes, il n'y a pas de valeurs manquantes. On filtre pour choisir certaines lignes à partir d'une condition. Ici, par exemple, j'ai envie de... Si je suis en train de faire un filtre sur cette variable-là, qui est la dernière variable du data frame, non, ça c'est alors, c'est celui-là. Cette variable-là, celle-là, sur risque, le score de risque de récidive, cette variable-là, je suis en train de dire, ici, subset, c'est une fonction que j'utilise, encore une fois, qui vient avec le package deplir. Je mets le nom de data frame, ici. J'ai fait une indexation de la variable, ici.
Comme vous voyez ici, le nom de data frame, ensuite dollar, ensuite le nom de la variable. J'ai dit, je vais garder les valeurs qui sont supérieures à 40. C'est-à-dire que je suis en train de sélectionner les lignes, les individus, ou les lignes ou les individus, comme vous voulez, qui ont obtenu un score supérieur à 40. Le reste, je laisse tomber. Et je prends ce nouveau dataset, ce nouveau data frame, je le stocke dans une nouvelle variable. Voilà. Ça veut dire qu'ici, j'ai sélectionné une partie de mon data frame, en fait. Et cette partie de data frame est constituée par les individus qui, sur cette variable-là, ont obtenu un score qui est supérieur à 40. C'est une façon de sélectionner une partie de mon dataset. C'est pour ça qu'on utilise la fonction subset. Subset, on prend une partie, sert à prendre une partie, en fait, du dataset. Le dataset ou data frame, ce qu'on appelle data frame. Si je lance ce code-là, voilà. Et par exemple, si j'ai fait dimension, pour voir la dimension de ce tableau-là, vous voyez maintenant, autrefois j'avais 148 individus, maintenant j'ai 57 individus et toujours 14 variables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les individus qui respectent la condition, c'est-à-dire qui ont un score de récidive supérieur à 40, il y en a qui 57. Donc j'ai choisi, j'ai sélectionné une partie de mon data frame. On peut aussi sélectionner une partie des variables. Ici, je suis en train de dire, ça, on a vu quand on était en train de parler d'indexation. Ça, c'est l'indexation par position. Je suis en train de dire que sur ce data frame-là, j'ai envie d'avoir toutes les colonnes. C'est pour ça que j'ai rien, ensuite j'ai la virgule. Toutes les lignes, excuse-moi, toutes les lignes du data frame. Par contre, je ne souhaite pas avoir la colonne numéro 1. Je souhaite avoir de la colonne 1 à la colonne 13. Je ne souhaite pas avoir la colonne 14 non plus. Donc, je sélectionne une partie des variables, toutes les lignes et une partie des variables de mon data frame. Si je lance ça, ça veut dire que j'ai sélectionné une partie encore de mon data frame. On retire les lignes pour lesquelles il y a des valeurs manquantes. Ça, cette fonction-là permet de retirer toutes les lignes qui ont des valeurs manquantes. Entre parenthèses, je mets le nom de data frame ici. Si je lance ça, ça veut dire que s'il y a des valeurs manquantes dans ce data frame-là, j'ai retiré toutes les lignes où il y a des valeurs manquantes. NA, c'est les valeurs manquantes, ou NIT, c'est-à-dire éliminer toutes les lignes où il y a des valeurs manquantes. Toutes ces fonctions-là, il faut les apprendre. Et je suis désolé de répéter encore une fois, et ça s'apprend petit à petit, ces fonctions-là. Alors, cette fonction-là permet d'avoir des putes, excuse-moi ma prononciation qui peut évoquer des noms un peu glorieux, disons, mais bon, avec ma prononciation, ça pose toujours des problèmes de genre. Bon, passons. Donc, le DPUT, names, ça veut dire que ici, c'est pour avoir la liste des noms de variables de ce data frame-là. Donc, ça permet d'avoir une liste comme ça avec le nom des variables. Et donc, maintenant, je vais faire trois méthodes sont disponibles pour faire les corrélations. Les corrélations des personnes, des candelles, des spécimens, par exemple. Maintenant, j'utilise la fonction core.test et je peux calculer donc la corrélation entre deux variables. Par exemple, si je veux savoir quelle est la corrélation entre, je fais une indexation ici, la variable cognitive empathie, l'empathie cognitive, et l'âge d'individu. Est-ce qu'il y a une corrélation entre ces deux variables-là? Ici, il s'agit d'une indexation. J'indexe cette variable-là, j'indexe cette variable, indexation par nom. Et la méthode que je veux une corrélation de type personne. Alors, si je lance ce code-là, je suis en train de faire une corrélation entre deux variables. Voilà. Et donc, j'ai le résultat ici de la corrélation. J'ai les valeurs de t, j'ai le degré de freedom, c'est-à-dire j'ai les p-values, et puis j'ai le valeur de la corrélation ici qui est négative, par exemple, qui est presque insignifiante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de corrélation entre les deux variables, par exemple. Et donc le degré of freedom, comment dire ça, j'ai oublié le nom en français, le degré de freedom. Oh, j'ai oublié le nom en français. Comment dire ça en français, le degré.
degré de liberté. Donc, ça, je ne sais pas en cours de statistiques encore si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est qu'un degré de freedom. Et ici, c'est la valeur R, donc la valeur de la corrélation elle-même, la valeur de T, la p-value. Si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est que ça, bon, moi, je je peux pas vous expliquer ici. Là, il faut aller faire des cours de statistiques pour comprendre. Donc voilà, euh, comment on utilise la fonction core test. Ça, c'est une fonction qui vient avec le package de base du langage R qui est déjà chargé dans le RStudio, mais il y a d'autres fonctions qui appartiennent à d'autres packages pour faire des corrélations. Il y a beaucoup de fonctions pour faire des corrélations. Ça, c'est quand on a envie de faire des corrélations entre deux variables. On peut aussi faire un tableau de corrélation une corrélation entre toutes les variables de mon data frame. Dans ce cas-là, on utilise la fonction core ici et on met le nom du data frame. Si je lance ça, j'aurai un tableau de corrélation. Voilà. La meilleure façon de visualiser ça, c'est de stocker dans une variable. C'est la même chose ici. Ici, ici. Ça, c'est la même chose que ça. C'est la même chose, sauf que je suis en train de transformer ça en le transformant en data frame pour pouvoir mieux les visualiser. Data frame. Data frame, c'est pour créer un data frame. Donc, si je lance ça, vous allez voir ce que c'est pour avoir. Ensuite, je visualise. Voilà. Voilà mon tableau de corrélation. C'est des corrélations de tous contre tous, c'est-à-dire que cette variable-là, quelle est la corrélation avec celle-là? Comme c'est la même variable, forcément la corrélation est égale à 1. Et puis la corrélation entre ça et ça, entre ça et ça, etc. etc. Donc ça, c'est un tableau de corrélation de toutes les variables avec toutes les variables dans le tableau. Ça, c'est bien de faire ça avant de faire passer à d'autres analyses parce que ça permet d'avoir une idée générale de quelle variable corrèle avec quelle variable. Ils sont intéressés à des variables qui ont des corrélations significatives en quelque sorte. Voilà, à partir du 22, du point 0,22 par exemple. Hein. Par exemple, là, ça commence à être intéressant, cette corrélation-là, celle-là aussi, par exemple. Voilà. Donc, le 1, c'est normal quand il y a une corrélation 1, c'est parce que c'est la même variable, en fait. Voilà. Donc bon, bah ça, c'est les cours de statistique. Je ne vais pas expliquer davantage qu'est-ce que c'est qu'une corrélation. Mais voilà, c'est ça qui est simple avec R. C'est vrai que pour traiter les données, pour faire, pour utiliser les fonctions, mais une fois qu'on a fait ça, par exemple, on utilise, voilà, ça là, on a déjà fait une corrélation. C'est simple, c'est une petite ligne de code, ça permet de faire une corrélation de tous les tableaux. Et ça, c'est juste ce qu'on est en train de mettre à l'intérieur d'un data frame pour avoir une sorte de tableau. Parce que comme vous voyez ici, là, le résultat est un peu désorganisé. Pour avoir quelque chose de plus joli, on met entre guillemets, entre parenthèses, ensuite on les transforme en data frame et on stocke dans une variable et ça permet de les visualiser comme on a fait là. Voilà. Donc voilà les corrélations, comme on a fait les corrélations. Et maintenant, on peut aussi utiliser d'autres packages pour faire des corrélations, mais cette fois-ci sous la forme de graphiques. Ces deux packages-là, celui-là permet de faire des corrélations, celui-là, je vais d'abord les installer. Là, je les installe. Ensuite, je charge ces packages, je les charge. Et ça permet de faire des corrélations. J'utilise la fonction de ce package-là, CorePlot, pour avoir un graphique avec les corrélations. Et entre parenthèses, j'ai fait core. J'utilise cette fonction-là pour calculer les corrélations de tout le tableau. J'utilise la méthode Eclipse. Si je lance ça, vous verrez que, voilà, les tableaux se fixent. Voilà le tableau ici avec les corrélations. C'est à peu près le même tableau que celui-là, là, sur les corrélations, que celui-là. Mais cette fois ici, ce tableau, ce graphique-là, c'est un graphique où on a ça permet d'avoir ici, là, entre 1, qui est la corrélation la plus élevée, et puis les corrélations jusqu'aux corrélations négatives. Il y a une espèce de couleur ici. Et vous devez voir, par exemple, ici, ça veut dire que ce sont des corrélations très élevées. Les moins, les dégradés, là, c'est-à-dire que c'est des faibles corrélations. Vous pouvez comment interpréter ce tableau-là. Donc ici, je sélectionne une partie de mon tableau
Ici, là, je sélectionne de la variable, ici, c'est la variable 12. Je laisse tomber la variable 4. Moins 4, ça veut dire c'est pour sélectionner, laisser tomber la variable 4. Et ensuite, j'utilise les fonctions de ce package-là, là, graph, ou graph, pour pouvoir faire, vous allez voir qu'est-ce que ça va donner. Ça donne ce type de graphique-là. Ici, ce sont les corrélations entre les variables. Vert, ce sont des corrélations positives. Et rouge, c'est les corrélations négatives. Et plus le trait est épais, ça veut dire que la corrélation est plus importante, est significative, est plus significative. Et quand le trait là est fin, ça veut dire que les corrélations sont moins importantes. Voilà. On voit par exemple que cette variable-là est très colorée à celle-là, positivement corrélée à celle-là. Celle-là est positivement corrélée à celle-là. Bon, ici, il n'y a pas le nom de toutes les variables, mais pour aller voir le nom, il faut aller dans le tableau pour voir les noms entiers. Ici, c'est l'âge. Ici, c'est par exemple, ça, c'est le niveau d'éducation, ça, par exemple, etc., etc. Bon, ça, c'est vite fait, hein. Je montre ça vite fait, mais quand vous faites vous, il faut bien, par exemple, pour voir ça, il faut venir sur le tableau. Euh, oui, sur le tableau. Par exemple, venez sur ce tableau-là. Euh, voilà, ici, educ, c'est ici, là. C'est qu'il a simplifié cette variable à educ. Ensuite, RS, c'est ça, là. C'est cette variable-là, RS, par exemple. Cette variable-là, RS. Et puis, ici, ça, c'est G. Ça doit correspondre à cognitif empathie. C'est celle-là, cognitive empathie. C'est-à-dire qu'il a résumé les noms des variables de cette façon-là, etc. Donc, voilà. Ça permet d'avoir ce type de graphique-là. Encore une fois, ce n'est pas un cours de statistiques, c'est vous montrer juste qu'on peut utiliser, il y a beaucoup de packages pour toutes sortes d'analyses, des packages pour faire des régressions, des packages pour faire des analyses factorielles, des packages, il y en a de toutes sortes. Là, ce n'est pas vraiment l'objectif de ce cours-là, c'est juste vite fait vous montrer quelques analyses de basiques qu'on peut faire avec R, avec certains packages. Donc maintenant, on passe aux régressions. En régression, on va utiliser ici un package qui s'appelle LM pour linéaire. C'est un package pour faire des analyses de régression. Donc LM, c'est un package. Donc je peux charger et installer le package chargé. Et j'utilise simplement la fonction LM, ce package-là. Je vais faire une régression entre, dans les régressions, vous avez le outcome, c'est la variable dépendante. Vous utilisez cette fonction-là et d'abord, vous commencez par mettre la variable dépendante, c'est-à-dire le risque de récidive en fonction de l'âge. Ça, c'est le risque de récidive, la variable risque de récidive ici. Hein, qui, si vous allez sur ce tableau-là, le risque de récidive, il est là. Voilà, c'est cette variable-là. OK? Donc, je vais vers son code. Donc, ça, c'est la notre variable dépendante. Je vais faire régresser l'âge, la variable, ce qu'on appelle le préditeur, la variable préditeur, la variable indépendante, c'est l'âge. Donc, d'abord, je mets encore une fois la variable dépendante, et ensuite, j'enchaîne, j'utilise ce signe-là, ce signe-là, et ensuite, j'enchaîne la variable, je mets la variable indépendante. Data, je mets le nom de mon data frame. Data égale, je mets le nom de data frame. Si je lance ce code-là, je stocke dans une variable que j'appelle régression 1. Là, donc, je fais la régression. Ensuite, pour voir le résultat de la régression, j'utilise une fonction summary. Je mets entre parenthèses donc le nom de la régression, cette variable-là où j'ai stocké. Si je lance ça, donc je lance ça, voilà, j'ai ici, donc il y a toutes les explications ici sur les coefficients, les intercepts, et les estimates, les valeurs estimées, et l'erreur, le t-value et la probabilité. Donc, je ne vais pas vous expliquer tout ça. Ça, si vous connaissez un petit peu les statistiques, bon, vous allez comprendre que quand on fait une régression, on prend les valeurs estimées, les coefficients estimés, on a l'intercept, on a les t-values, on a les p-values, etc., etc. Ça, je ne vais pas vous expliquer tout ça. Ensuite, il s'agit d'après organiser ça sous la forme d'un tableau.
Vous voulez sortir du résultat, je ne vais pas vous expliquer en détail, il faut avoir quelques notions de statistiques pour comprendre. En tout cas, voilà, en une ligne, ici, on a fait une régression. Vous voyez, cette ligne-là, on a fait une régression. On peut faire une deuxième régression. Ici, on utilise la même fonction, ici, on utilise la même fonction. Et ensuite, on met d'abord la variable dépendante. Ensuite, on met ce signe-là. Et là, c'est quand on a envie d'y mettre plusieurs variables indépendantes. D'abord l'âge, on utilise le signe plus. Et là, je mets le niveau d'éducation. Si je voulais mettre d'autres variables, il s'agirait de mettre plus. Je mets la troisième variable. En fait, ensuite, je fais plus, je mets la quatrième variable, etc., etc. Donc, d'abord, encore une fois, on met la variable dépendante, on met ce signe-là, ensuite, ce signe-là, ensuite, on enchaîne les variables indépendantes. On les séparons par plus, 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 et à la fin, on met une virgule et on met data égale un nom de data frame. Si je lance ça, j'aurai donc ma deuxième régression. Donc voilà comment faire. C'est ça que je voulais. On a fait des tableaux croisés, on a fait des corrélations, et on a calculé les moyennes, on a fait des corrélations, et on a fait des régressions. Ça, c'est basique, ça, c'est des choses basiques que j'ai fait là juste pour vous montrer. Mais encore une fois, ce n'était pas objectif de mes cours, c'est juste de l'initiation langagière au RStudio, ce n'est pas des cours de statistiques. Et donc voilà. Je vais vous dire qu'il y a des packages pour faire un peu de tout type d'analyse. Et lors du dernier cours, je vais vous montrer, je vais revenir sur les packages, sur les fonctions, comment avoir des informations, la documentation sur les fonctions, etc., etc. Mais donc, le cours prochain, ce sera sur les graphiques. On va apprendre comment faire quelques graphiques de base et comment après vous allez avoir d'autres informations. Je vous redirigerai vers des documentations pour développer cette capacité ou possibilité d'apprendre à faire des graphiques plus complètes. Donc voilà pour aujourd'hui. C'était donc, je vais arrêter le partage. Voilà pour aujourd'hui. Et donc, je disais donc que le cours prochain, ce sera sur les graphiques. On se rapproche de la fin de cette série. Ça sera une série de 15 vidéos. Et pour l'instant, on est la 12e. Donc, je vais encore faire le 13e cours, le 14e cours et ensuite le 15e cours. Et je vais terminer par là. Donc, en vous donnant les informations pour que vous puissiez continuer à développer et à pratiquer le langage R et RStudio. Bon, bah voilà, je vous dis donc dans ma langue natale, no português d'origine. Muito obrigado, até a próxima vez. Obrigado, até a próxima.